Rebonjour et retour sur le plateau du TV Live Finance avec nos experts et pas des moindres puisque nous sommes avec Philippe Béchade, rédacteur en chef des éditions Agora, président des Éconoclastes. Philippe Béchade, bonjour d'abord. Bonjour Fabienne. Alors, on est revenu sur des sommets historiques. Le CAC a quand même repassé au-dessus des 6000 points. Hier, on dirait que tout va bien. Oui, vive le coronavirus, vive le ralentissement économique, vive les tensions géopolitiques, et puis on va dire même vive la chute du pétrole. Alors ça bouge sur le pétrole, attention, les membres du cartel sont en discussion à Vienne, attention à ce qu'on dit, ça peut être démenti à chaque minute. Alors, quel est votre regard quand même sur ce marché? C'est vrai incertain, avec des tendances un petit peu contraires, mais un canal haussier, nous disait il y a un instant votre collègue Eric Galliègue. L'incertitude, oui, ça dure des fois jusqu'à 48 heures, puisque par exemple si vous prenez le S&P ou le Nasdaq, la correction en fait elle a duré 2 jours, c'est-à-dire le 24 et le 25 janvier, on a perdu 3%, ce qui est absolument énorme. Par contre, le CAC, lui, en a perdu 4,5, pas loin de 5. Donc on a eu la confirmation une fois encore que lorsqu'il y a une correction, comme on en a vu début octobre, puis début décembre, et puis donc fin janvier, eh bien chaque fois c'est le même scénario. Les gérants américains vendent, alors massivement en Asie, puisqu'on a vu qu'à un moment on était à -8, -9 depuis le 1er janvier sur les places asiatiques. Ils vendent ensuite en Europe, donc ce qui a fait passer le CAC 40 dans le rouge quelques jours avant qu'on repasse positif, et bien sûr tout cet argent rapatrié vers les États-Unis permet de soutenir Wall Street encore et toujours. Et là donc il n'y a jamais eu le moindre suspense sur la tendance, celle qui s'est amorcée le 2 octobre, qui est toujours plus que vivace, qui n'a jamais été menacée et qui reste, comme je dis, un petit peu l'équivalent d'un funiculaire. Donc pas de souci, la tendance haussière reste bien établie et elle est toujours un peu davantage aux États-Unis qu'en Europe et beaucoup plus qu'en Asie. Bon, les banques centrales n'y sont pas pour rien, elles jouent un rôle assez présent. Je pense même qu'on peut leur attribuer la totalité du scénario. Je rappelle que la Fed injecte chaque jour sur le marché monétaire, c'est l'interbancaire, elle injecte ça dépend, 50, 70, 80 milliards, tout dépend. Tous les jours, elle injecte également 30 milliards d'instruments à 14 jours. Alors, c'est pas du monétaire, mais ça, c'est quand même quelque chose de très court. Mais ça alimente la liquidité. 30 milliards. Souvent, d'ailleurs, on voit que l'offre, ou plutôt les besoins du marché s'avèrent supérieurs à ces 30 milliards, plus les 50 ou 60 qu'elle a injectés au jour le jour, plus la reconstitution de son bilan, c'est en fait la masse des instruments qu'elle détient, et là elle rajoute 60 milliards par mois jusqu'au mois de juin. Après on verra, peut-être passerait-elle à 100, sait-on jamais. Donc si vous faites le calcul, en moyenne la Fed injecte 150 milliards tous les jours. Et on nous dit que le marché va bien. C'est-à-dire qu'un marché qui va bien, il n'a pas besoin de béquilles. La plus grosse béquille qu'on ait eue dans les années 2013-2014, c'était le fameux QE3 qui a été jusqu'à 80 milliards. C'était une grosse béquille. Là, aujourd'hui, la béquille, elle fait 150 à 160 milliards. Et elle est le double de celle qu'on utilisait quand, soi-disant, les choses allaient bien. Voilà. Donc, les banques centrales, oui, elles sont l'alpha et l'oméga, elles contrôlent le risque. Alors je pense que non, le mot contrôler pas c'est fort. Elles ont aboli littéralement le risque dans le marché. Ce qui fait qu'au final, c'est plus vraiment un marché, puisque quand il y a un seul acteur qui décide de la tendance, de la valeur des actifs, ça s'appelle plus un marché. Il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup dans les années 70, c'était le modèle soviétique. Vous y allez fort, mais quand même... Ah non, mais c'est les banques centrales qui vont fort. Moi, j'y vais pas fort. Je constate juste que 150 milliards, c'est beaucoup de sous. Il y a beaucoup d'acteurs, mais en même temps, est-ce qu'on peut jeter la pierre? On peut s'y habituer. Il y a de la liquidité et on a l'impression que la demande de liquidité, elle
elle continue et elle se renforce. Mais la demande de liquidité On s'habitue, hein. Non, mais la demande de liquidité est insatiable puisque le jeu aujourd'hui le rôle du marché n'est plus de déterminer quelle est la valeur d'un actif, quel est son risque sous-jacent, puisque ce risque est aboli et que plus ça monte, évidemment, plus ça permet à des intermédiaires de gonfler leur commissionnement, de gonfler leur participation bénéfice. Sur un hedge fund, vous connaissez le fonctionnement, hein, vous avez, allez, on va dire 1% de frais de gestion par an et vous avez 20% sur la performance, c'est-à-dire que 80 pour le client et 20 pour le gérant. Donc quand ça monte comme un funiculaire et plus il y a d'encours, plus les commissions évidemment sont juteuses. Mais il n'y a plus aucun rapport, ou en tout cas le marché ne fixe plus du tout la valeur des actifs. On sait plus ce que vaut une dette, on ne sait plus ce que vaut une action. L'exemple que je donne le plus souvent pour la dette, c'est qu'aujourd'hui la Grèce se refinance à 1,10%, moins cher, ça dépend des jours, que l'Italie, et surtout pas beaucoup moins cher que les États-Unis. Tout le monde sait bien que la Grèce est un pays où l'argent y est beaucoup plus en sécurité que si on le confie au Trésor américain. Enfin, alors, il y a quand même quelques autres impulses que les banques centrales, si vous me permettez, sur les marchés. Il y a les résultats d'entreprise. Beaucoup de résultats d'entreprise ces derniers jours. Avez-vous décelé quelques surprises? Quel est votre regard sur ces résultats? Sur les entreprises, on n'a pas vraiment eu de... On va éteindre le portable, c'est vrai. Hein. Mais je vous écoute sur les résultats d'entreprise, si vous voulez bien. De mauvaises surprises, on en a plutôt... je pense que c'est le micro. On en a eu plutôt de bonnes, notamment hier par exemple Twitter qui a passé la barre du milliard d'utilisateurs, donc psychologiquement il s'est passé quelque chose, un gros déclic, voilà. On a eu de bonnes surprises avec les banques américaines, dont on va dire une bonne partie des résultats a été dopée par le bon comportement et des marchés obligataires et des actions. Et on va faire un mix des deux. Les résultats des banques ont été également bien soutenus par l'activité de crédit entre guillemets, c'est-à-dire en fait des entreprises qui s'endettent pour racheter leurs propres titres. Et l'année dernière, il n'y a pas eu de progression des bénéfices. Hein. Il y a une grosse polarisation entre des entreprises archi bénéficiaires comme Microsoft, Apple, Alphabet, Google, AMD, etc. Et beaucoup d'entreprises qui n'ont pas gagné d'argent. Mais pour celles qui en ont gagné, 100% de la performance ou de la progression des bénéfices n'a rien à voir avec, on va dire, le bénéfice d'exploitation, le résultat d'exploitation. C'était les rachats de titres qui ont, en raréfiant le papier, augmenté le rendement apparent de l'entreprise. Autrement dit, là encore, les banques centrales sont responsables de tout, c'est-à-dire qu'en facilitant le crédit pas cher et illimité en termes de quantité, les entreprises rachètent leurs propres titres et font monter artificiellement la rentabilité. Autrement dit, sans les banques centrales, il n'y a même pas, l'année dernière, c'était une année de contraction des bénéfices qui a été annulée, occultée par les opérations de rachat de titres. Donc voilà, encore une preuve que les banques centrales font tout. Brièvement, sur le marché du pétrole, le Brent à 54,97 $. Quel est votre regard? Est-ce que le pétrole peut remonter? Qu'en pensez-vous? Alors moi je ne suis pas un spécialiste du pétrole, moi je le regarde graphiquement. Il a cassé d'importants supports, hein, clairement, 51,5 sur le WTI et 56 sur le Brent, donc ça veut dire qu'on a potentiellement un risque de poursuite de la dégradation. On a un chaos actuellement en Libye, ce qui fait qu'il y a 800 000 barils de moins aujourd'hui qui sont exportés. Si les choses se réglaient un petit peu, si on trouvait un accord entre le Premier ministre et le maréchal Haftar, peut-être que les exportations libyennes reprendraient. Et là, donc, on aurait de nouveau une offre supplémentaire sur le marché.
avec une Chine qui, elle, importe 3 millions de barils de moins chaque jour. Donc moins 3 millions chez les Chinois, peut-être 800 000 ou 500 000 barils de plus en provenance de la Libye. Ça fait que le marché pétrolier pour l'instant est en offre largement excédentaire. Et voilà, peut-être qu'effectivement l'OPEP va trouver un moyen de réduire ça. Mais là, il faut vraiment que la Russie soit dans l'accord global pour que la manœuvre réussisse. Philippe Béchane, merci pour ce point. Le CAC 40 pour le moment quasiment stable. En tête, L'Oréal plus 3,7%. La séance ne vient que de commencer. Les regards sont tournés vers les États-Unis aujourd'hui. Merci pour ce point. Merci pour votre attention. Très bonne journée à vous.